Bonsoir à tous. Un seul titre au sommaire de ce journal. Le Sénat a consacré les travaux de ses récentes séances plénières au contrôle parlementaire ce mercredi 12 novembre 2025. Les détails dans cette édition. Madame, Monsieur, c'est tout pour le titre. Merci de votre attention. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Les dégâts causés par la pluie de ce mercredi 12 novembre à Kinshasa incluent des inondations localisées, des ruissellements, des glissements de terrain et des coulées de boue, des immondices. Ces intempéries peuvent menacer la sécurité des personnes et des biens matériels. La suite dans ces images sans commentaire. Regardez. Kini kindoki tolembi oh kini kindoki ah eza kini kindoki eza kini kindoki Toko dans la salle nini na site. Comme annoncé au sommaire de ce journal, le Sénat a consacré les travaux de ses récentes séances plénières au contrôle parlementaire. Ce mercredi 12 novembre, il s'est penché sur trois grandes questions orales avec débat, notamment celle relative à la production de la carte d'identité nationale et des cartes biométriques de policiers adressées au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Notre envoyé spécial Fabrice Lukamba est sur place. Bonsoir. Oui, bonsoir Nicole Pochot. En direct du Sénat, Fabrice, si vous pourriez nous faire le point de cette séance plénière. Sur cette question orale avec débat et l'initiative du sénateur Jean-Bamani Saïdi, il a voulu savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui les peuples congolais ne disposent toujours pas de la carte d'identité nationale. Jusque-là, la population congolaise utilise toujours la carte d'électeur. Et voilà pourquoi il a jugé important d'adresser cette question au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour savoir qu'est-ce qui bloque finalement pour que la population congolaise puisse avoir, à l'instar d'autres populations à travers le monde, disposer de la carte d'identité nationale. Et voilà, Jacques Chabani était obligé de se présenter devant l'Assemblée plénière pour répondre effectivement à cette question. Dans sa réponse, il a assuré que d'ici l'année prochaine, donc en 2026, le gouvernement va procéder au lancement officiel de cette carte d'identité nationale. Et dans sa prise de parole, le vice-premier ministre ayant en charge de l'Intérieur a fourni des explications selon lesquelles, à son arrivée à la tête de ces ministères, le processus de délivrance de cette carte était en cours d'annulation et qu'aujourd'hui tout a été relancé. Les dossiers sont en train d'être étudiés après les appels d'offres qui venaient d'être lancés. Puis une autre préoccupation soulevée par les sénateurs Jean-Bamani Saïdi dans sa question orale avec débat adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a voulu savoir pourquoi jusque-là les policiers ne disposent toujours pas de la carte biométrique, parce que cette carte a déjà expiré depuis longtemps. Donc cette question a été également posée au ministre de l'Intérieur qui a fourni un certain nombre d'explications quant à ça. Et puis il n'y avait pas que ça comme matière qui a été traitée au cours de la séance plénière de ces jours. Au-delà de cette question orale avec débat, le Sénat a
examiné également une autre question, c'est celle relative au programme de développement des 145 territoires. Je vous rappelle que cette question est l'initiative de la sénatrice Isabelle Kabamba. Elle a adressé au ministre d'État et ministre des Plans, et ces derniers étaient rentrés aujourd'hui après avoir demandé un délai d'environ 48 heures pour venir rencontrer les préoccupations des sénateurs. Donc il a répondu présent à cette invitation. Eh bien, dans sa prise de parole, Guylaine Yimbo a réaffirmé la volonté, la détermination du gouvernement congolais d'achever les travaux qui sont lancés depuis déjà plus d'une année. Et puis il a assuré qu'aucun territoire ne sera laissé pour compte. Et également, selon les ministres du plan, les prochaines étapes, les étapes qui vont suivre vont permettre, n'est-ce pas, au gouvernement de corriger certaines erreurs ou certains retards qui sont connus dans l'exécution de la première phase de ces grands programmes de développement territoire lancés par les présidents de la République. C'était la Fabrice Lukamba en direct du Sénat avec le moyen technique assuré par Alain Bianga. Je vous remercie. Tout à fait autre chose. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce mardi à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour prendre part aux festivités marquant les 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays, frère proclamé le 11 novembre 1975. Elle y représente le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. La célébration du 50e anniversaire de la République d'Angola qui a réuni de nombreux dirigeants du continent est d'ailleurs venue rendre hommage au combat historique du peuple angolais et pour sa liberté et sa souveraineté a été placée sous les signes de l'unité nationale et du renouveau africain. En marge de cette activité, la première ministre Judith Suminwa a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du premier président angolais Antonio Agostinho Neto, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de l'Angola et symbole du panafricanisme. Ce geste empreint de solennité témoigne l'amitié historique et des liens de fraternité qui unissent la RDC et l'Angola depuis plusieurs décennies, notamment dans la défense des idéaux de paix, d'unité et de développement en Afrique centrale. La première ministre de la République démocratique du Congo a aussi assisté au défilé patriotique organisé sous le leadership du président Joao Lourenço. Précisons que dans sa prise de parole, le président angolais a exprimé sa préoccupation pour la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, au Soudan, en République démocratique du Congo et dans les Sahel, ainsi que pour la résurgence des coups d'État et du terrorisme en Afrique. La participation de la première ministre congolaise à ce jubilé d'or de la nation angolaise traduit la volonté du gouvernement congolais de renforcer les relations bilatérales entre Kinshasa et Luanda, notamment dans les domaines économiques, sécuritaires et diplomatiques. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu ce lundi le ministre des Droits humains Samuel Mbemba, accompagné de l'équipe de la commission interministérielle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR, ainsi que celle de Fonds national des réparations des victimes sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Suivez. Cette rencontre avait pour objectif de présenter à la chef du gouvernement les résolutions adoptées à l'issue de la participation de la RDC à la 85e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon le ministre des Droits humains Samuel Mbemba, la Commission africaine a fermement condamné les violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples ainsi que les crimes internationaux, notamment le génocide commis en RDC par des acteurs étatiques et non étatiques. Démocratique du Congo, à la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où la RDC a pris part et plaidé pour la reconnaissance du génocide, que ces deux résolutions ont été adoptées. La première, adoptée par la société civile africaine, et la deuxième, adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je suis venu les lui remettre pour que par la suite, elle puisse voir
comment les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le concepteur et celui qui a mis en place le plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. Pour rappel, la Commission africaine a exprimé sa vive préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire en RDC et ses conséquences sur le plan humanitaire. Plus de 9000 personnes tuées, près de 700 000 réfugiés au Burundi et en Ouganda, plus de 7 millions de déplacés internes, ainsi que plus de 11 millions de victimes de violations basées sur les genres recensés au Sud Kivu. Il faut rappeler que la Première ministre, sur instruction du président de la République, a effectué plusieurs déplacements sur les continents africains et à travers le monde afin de mener des plaidoyers pour la reconnaissance du génocide en RDC et d'autres crimes internationaux y perpétrés depuis 3 décennies maintenant. La situation générale de province a été au cœur de l'audience qu'a accordée ce lundi 10 novembre 2025 la chef du gouvernement à une délégation des présidents des assemblées provinciales. Ces élus qui dirigent les organes délibérants provinciaux ont échangé avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka sur des questions cruciales, notamment l'instabilité des institutions provinciales, la sécurité et les arriérés des paiements affectant leur fonctionnement. Suivez. À l'issue de cet entretien avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le porte-parole de la délégation des députés provinciaux, Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, a indiqué que les échanges ont porté sur les causes profondes de l'instabilité au sein de nouvelles institutions. De notre côté, nous avons demandé à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, en plus de cette communication qui a été faite par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de ne pas se limiter à ce niveau-là. Certes, c'est la volonté du chef de l'État, mais maintenant, il faudra réfléchir sur la matérialisation, en réfléchissant notamment sur les causes profondes de ce qui est appelé instabilité, analyser froidement, retrouver les causes, faire un diagnostic approprié en vue de trouver... Cette rencontre avec la chef de l'exécutif vise à promouvoir la retenue et la responsabilité dans un climat de fortes tensions. Par ailleurs, la question de la gouvernance provinciale a été abordée en insistant sur les suivis rigoureux des investissements de l'État au niveau local. Ce suivi, a rappelé la première ministre, doit être assuré conjointement par les députés provinciaux, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes et les autres organes de contrôle. Enfin, la délégation a exprimé les vives préoccupations concernant les arriérés des salaires des députés provinciaux qui s'élèvent à 7 mois. Le comité de suivi et de la paye a tenu ce lundi 10 novembre 2025 à Kinshasa une séance de travail consacrée à l'évaluation des opérations de paye des enseignants, notamment ceux exerçant dans la partie est du pays. Magui Ngalamoulou, mes commentaires. À l'issue de ces échanges, l'opérateur de la paie, IFOD, a rassuré du paiement effectif dans un délai de 72 heures. Le président du CSP, Yannick Issassi, a confirmé cet engagement en soulignant que toutes les agences avaient déjà reçu les fonds nécessaires. C'était suite à une réclamation, à une revendication que nous avions présentée avec la situation que traversent les enseignants d'une manière générale et surtout ceux qui sont payés par le trichement de la Caritas. La Caritas vient de nous rassurer officiellement que la paix vient d'être lancée. Les Caritas diocésaines viennent de recevoir l'enveloppe. Dans moins de 72 heures, l'enseignant aura palpé déjà ses salaires. Le porte-parole de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du site Kivu, Jacques Chirimwami, a appuyé cette annonce en précisant que les enseignants pourront percevoir leur salaire dans les 3 jours qui suivent. Pour garantir le respect de ce calendrier, le président du CSP a annoncé un suivi renforcé, ce en collaboration avec la délégation syndicale, l'IFOD et la DINACOP. Notons qu'une nouvelle séance de travail est prévue ce jeudi 13 novembre 2025 avec la DINACOP, les syndicats et les banques afin d'aborder cette problématique de la paye de frais de fonctionnement des écoles dans les zones situées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre visera donc à mettre en place un mécanisme assoupli de paiement pour faciliter les opérations et améliorer les conditions de travail des enseignants.
Grâce à la prouesse du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, et l'engagement des régies financières, la mobilisation des recettes publiques affiche une performance remarquable de 23 294 milliards de francs congolais réalisés sur des prévisions de 23 289 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 100%. Plus de détails dans ce commentaire avec Merveille Bunduki. Comparé à la période 2024 où les recettes s'élevaient à 21,176 milliards de francs congolais, cette progression de 2025 représente une hausse nominale de 2,117 milliards de francs congolais, soit 10% de plus, confirmant la solidité du cadre macroéconomique national. Cette performance est le fruit d'un encadrement méthodique, d'un suivi rapproché et d'une coordination permanente. Sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi, les finances publiques poursuivent leur redressement à travers un pilotage resserré du ministre des Finances, Doudou Fouamba. Des réunions mensuelles de mobilisation sont tenues avec les directeurs généraux des régies financières afin d'évaluer les performances et d'ajuster les stratégies. Chaque régie organise également ses propres séances d'évaluation interne, garantissant une chaîne de responsabilités continue et efficace. Dans la même logique, un plan stratégique de mobilisation des recettes à l'horizon 2028 a été élaboré. Il constitue la boussole des réformes engagées dans les secteurs axés sur l'amélioration du répertoire des contribuables, l'élargissement de l'assiette fiscale, la digitalisation des procédures, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, ainsi que sur les renforcements du contrôle et des recouvrements. Les régies financières ont été également invitées à mettre en place un plan d'appurement des restes à recouvrer en privilégiant les créances effectivement mobilisables pour un meilleur rendement. Souhaitant renforcer la transparence et la redevabilité, une cérémonie des prestations des serments des receveurs de la DGI s'est tenue en septembre conformément au règlement général sur la comptabilité publique. Cette mesure vise à sécuriser les opérations financières et à consolider la crédibilité de l'action publique. Les prochaines étapes concerneront la DGDA et la DGRAD. Tout à fait autre chose. Lancé ce mardi 11 novembre 2025 au Pullman Hotel, la première édition du forum DRC Digital Horizon a réuni décideurs, experts et acteurs du numérique autour du leadership, de la sécurité et de la gouvernance digitale, posant les jalons d'une transformation numérique ambitieuse en RDC. Suivez. Venus des divers horizons, ils étaient nombreux à répondre présents à l'ouverture du forum DRC Digital Horizon. Hommes et femmes, étudiants, universitaires, cadres de l'administration publique, responsables d'entreprises privées et représentants d'institutions étatiques ont convergé vers le Salon Congo du Pullman Hotel à Kinshasa, tous mus par un même intérêt, la digitalisation comme moteur des développements. Cette première journée, marquée par un fort engouement, a mis l'accent sur les leaderships à l'ère du numérique en explorant les liens entre gouvernance, innovation et vision nationale. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à intégrer les technologies numériques dans la gouvernance, notamment pour renforcer la sécurité nationale. Pour un pays comme le nôtre, marqué par des décennies d'instabilité, d'infiltration et récemment par une agression avec l'occupation d'une partie de notre territoire par une armée étrangère, il est impératif de tirer parti des technologies de pointe, notamment du big data, de l'intelligence artificielle, afin d'anticiper les menaces, de renforcer la résilience nationale et d'améliorer la gouvernance sécuritaire. Cette transition vers une gouvernance renforcée par le numérique ne se fait pas sans défi. Notre pays, vaste et diversifié, fait face à de nombreux défis structurels, techniques et institutionnels qu'il nous appartient de surmonter avec lucidité et détermination.
Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberande Kolongele, a souligné les risques liés à l'utilisation du numérique dans un but de désinformer cas des agressions rwandaises. Nous le savons tous, notre pays est confronté aujourd'hui à une agression militaire de la part de Rwanda. L'agression a aussi pris des formes particulières à travers les données qui circulent et qui sont véhiculées par l'ennemi. Des contenus qui découragent la population. Des contenus qui envoient des messages totalement erronés dans un but de distraction ou dans un but de confusion. Nous, en tant qu'intellectuels, en tant que citoyens congolais, nous sommes tenus à ces trois enjeux. L'enjeu de la donnée, l'enjeu de son contenu et de son partage, et puis l'enjeu de sa protection. La Banque centrale du Congo, pour sa part, voit dans cette transformation digitale un impératif pour assurer la stabilité macroéconomique. 5 chantiers structurants envisagés dans le cadre des partenariats entre la RDC et les États-Unis. Prévue pour 3 jours, cette activité prendra fin le jeudi 13 novembre, signalant que la cérémonie de la première journée s'est poursuivie avec l'exposition des tentes concourant à la matérialisation de cette transformation numérique. Crise sécuritaire en République démocratique du Congo, la coalition populaire, anciennement coalition des Congolais pour la transition, invite le chef de l'État à se retirer du processus de Washington et Doha et à convoquer un forum national souverain inclusif. La coalition populaire a déposé ce mercredi 12 novembre à la Senco les résolutions de recommandations patriotiques tenues le 12 octobre dernier à Paris, document également déposé à la présidence de la République et auprès du cardinal Ambongo, Ambroise Momba et Alain Bianca. La coalition populaire dont Emery Kaluira est président ne trouve aucun intérêt dans les processus de Washington et Doha pour la RDC. Ce jour, Maître Vangu Vangu et Professeur Vianney Koubaguiré sont dans les locaux du centre interdiocésain pour déposer à la Senco les résolutions des recommandations patriotiques tenues le 12 octobre dernier à Paris. Nous venons de déposer à la présidence de la République, à l'ECC, chez le cardinal Ambongo, ainsi qu'à la Senco, les résolutions de la conférence des recommandations patriotiques tenue en date du 12 octobre à Paris par la coalition populaire. La coalition populaire, anciennement coalition des Congolais pour la transition, demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de se retirer des processus de Washington et Doha qui, selon elle, ne donnent aucune solution à la RDC. Nous demandons au chef de l'État ce qui suit. 1. D'ordonner à la partie congolaise de se retirer des accords et des déclarations des principes signés à Washington et à Doha. Aucun dialogue tenu à l'extérieur du pays n'a donné solution aux problèmes des Congolais. Après le retrait des processus de Washington et Doha, la CPD Emery Kaluira appelle à la tenue d'un forum national souverain inclusif en lieu et place d'un dialogue politique. La deuxième demande que nous demandons au chef de l'État, de convoquer un forum national souverain inclusif qui regroupe toutes les couches sociales pour parler des problèmes économiques, pour parler des problèmes sociaux, pour parler des problèmes sécuritaires. La troisième demande que nous formulons, que nous demandons au chef de l'État, d'abandonner cette idée de modifier la Constitution. Au moment où nous vous parlons, notre pays est occupé par
par un groupe de délinquants hors la loi qui ne respectent pas le pays. Alors, à ce moment ici, changer la constitution balkanisera le pays. Et les Congolais retiendront du chef de l'État comme le père de la balkanisation. Pourquoi un forum national souverain inclusif et non un dialogue politique? Professeur Vianney Koubaguiré répond. Pendant les dialogues, vous verrez que ceux-là qui sont sélectionnés sont les seigneurs de guerre, les opposants et le gouvernement. Et pour le seul objectif d'aller se partager les postes dans le gouvernement. Et nous avons constaté que cela ne nous profite à rien. C'est pourquoi la coalition populaire des Congolais a décidé, demande au chef de l'État que de tels dialogues sont révolus. Et nous voulons qu'il y ait d'abord un forum, qui est convocation d'un forum national souverain inclusif, qui est un cadre un peu élargi qui va permettre toutes les couches sociales d'amener leurs apports par rapport à la bonne gouvernance de leur pays. La coalition populaire se veut actuellement la seule force politique du pays, portée par des personnalités dotées d'expérience et de moralités irréprochables pour n'avoir jamais été au service ni de Kabila ni de Tshisekedi. Elle fonde son choix sur le patriarche professeur Mwamba Kanama, nommé président de la délégation consultative pour mener des consultations et préparer les assises du Forum national souverain inclusif. L'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, amorce une nouvelle phase dans sa relance institutionnelle et sociale à l'issue d'une réunion conjointe entre le conseil d'administration, la direction générale et le comité des retraités tenue le jeudi 30 octobre 2025. Les dirigeants de cette entreprise publique ont réaffirmé leur détermination à résoudre les difficultés sociales accumulées depuis plusieurs décennies, notamment celles liées au paiement des indemnités des fins de carrière des agents de l'ONAPAC. Regardez. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, en sigle, amorce une nouvelle phase dans sa relance institutionnelle et sociale. À l'issue d'une réunion conjointe entre le conseil d'administration, la direction générale et le comité de retraités tenu le jeudi 30 octobre 2025, les dirigeants de cette entreprise publique ont réaffirmé leur détermination à résoudre les difficultés sociales accumulées depuis plusieurs décennies, notamment celles liées au paiement des indemnités de fin de carrière des agents de l'ONAPAC. Le président du conseil d'administration, Maître Mukenge Chai Mutombo, a reconnu l'ampleur du défi social auquel fait face l'ONAPAC, une institution stratégique pour la République démocratique du Congo, longtemps fragilisée par des crises de gouvernance et de financement. Clôturant la réunion, le président du conseil d'administration, Maître Mukenge Chai Mutombo, a souligné que la relance de l'ONAPAC ne se limitait pas à la question sociale, mais visait aussi à redonner à l'institution son rôle économique d'origine. Comme vous le savez, l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a connu une période très critique qui s'est étalée sur plusieurs décennies. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en place une stratégie managériale qui permet à l'Office de sortir du gouffre. Alors, les retraités, la plupart d'entre eux sont déjà morts sans avoir touché aux indemnités de fin de carrière, et laissant derrière eux beaucoup d'arriérés de salaires de plusieurs mois et de diverses créances qui leur sont dues. Nous avons mis en place une stratégie qui consiste à déployer un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales que la dette sociale de cet établissement public dans le cadre de sa relance puisse être une préoccupation des autorités. En définitive, cette réunion du conseil d'administration marque un tournant décisif dans la gouvernance de l'ONAPAC. Le dialogue renoué entre les gestionnaires et les retraités traduit une volonté partagée,
celle de tourner la page de décennies de crises pour ouvrir une ère de justice sociale, de redressement institutionnel et des contributions accrues au développement agricole national. Une jeunesse consciente, engagée et porteuse de solutions, c'est en ce terme que Joe Kalingai, à la tête du groupe de réflexion des élites du Congo, s'est exprimé à l'intention des membres de la Ligue de jeunes nouvellement installés au sein du CREC. Le coordonnateur Joe Kalingai a à l'occasion inscrit cette activité dans le cadre de rappel de troupes pour les échéances électorales à venir au pays. Jean-Paul Mbiaye. Membre de l'Union sacrée à travers la plateforme 4AC du député national Peter Kazadi, le groupe de réflexion des élites du Congo affiche déjà ses armes pour un bel accompagnement du régime lors des prochaines élections au pays. À l'occasion de l'installation officielle de la Ligue de jeunes du CREC, son président national Joe Kalingai a invité ses comités de la jeunesse nouvellement mis en place à une prise de conscience porteuse de bons résultats. C'est désormais le jeune Mwamba Costa qui va présider aux destinées de la Ligue de jeunes comme secrétaire général. Au cours de son message, le jeune leader a exhorté ses pairs à servir de modèle dans leurs milieux respectifs. Je lance un appel solennel, disons non au banditisme. Rejetons la violence, les gains faciles et la destruction. Engageons-nous dans la responsabilité, l'éducation, l'entrepreneuriat, une politique propre et la solidarité. Car un jeune responsable est un leader en formation. Que chacun de nous devienne un modèle dans notre quartier, sa commune et pour tout notre pays. Le Congo a besoin de nous et nous sommes capables. Ce n'est pas fini. Le CREC entend élargir son action aux autres structures. Aujourd'hui, nous avons mis en place le comité national de la Ligue des jeunes. Dans les prochains jours aussi, nous allons installer la Ligue des femmes. Et pourquoi pas aussi le fédéraux et les interfédéraux aussi. Véritable allié de Félix Tshisekedi à travers le 4AC, le CREC encourage et salue à sa juste valeur les efforts tant diplomatiques que militaires menés par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, en vue du rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'en est des trop, encore un médecin assassiné. Le Sinamed Asbel déplore les tueries dont sont victimes les médecins ces derniers temps. Pour cette structure syndicale de médecins, le meurtre du docteur Emmanuel Dibou dans le Lualaba est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans une déclaration, le bureau exécutif national du Sinamed exige notamment que les responsables de la mort du docteur Dibou soient jugés au cours d'une audience publique et que le droit soit finalement dit. Le syndicat national des médecins, Sinamed Asbel en sigle, a appris avec consternation l'assassinat du docteur Emmanuel Dibou Nawej, médecin directeur de l'hôpital général Mupanda dans le Lualaba. Il y a moins d'un mois, le Sinamed avait déploré les tueries dont ont été victimes ces syndiqués et autres personnels de santé par la population à Isangi, dans la province de la Chopo. 2 semaines après, un médecin a été molesté au sud Kivu. Et voilà, comme si cela n'était pas de trop, la communauté médicale a appris avec regret l'événement malheureux qui est arrivé à notre confrère, le docteur Ndibou, juste à cause d'un petit malentendu survenu devant un supermarché avec une autorité policière qui a embarqué le confrère pour une destination inconnue, puis trouvé mort tôt le matin du lundi 10 novembre. De ce qui précède, le bureau exécutif du syndicat national de médecins condamne ces atrocités et exige ce qui suit. La prise en charge des funérailles de toutes les victimes et spécifiquement du docteur Emmanuel Ndibou Nawej, conformément aux dispositions pertinentes du décret numéro 06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique de médecins des services publics de l'État. Que le gouvernement de la République, employeur des médecins des services publics de l'État, prenne toutes les dispositions sécuritaires nécessaires avant d'envoyer les médecins et les autres professionnels de santé en mission, surtout dans les zones où la sécurité de la population
reste à désirer. Le Bureau exécutif national exige du gouvernement de garder les noms de toutes ces victimes sur les listings de paye de la prime des risques pendant au moins une durée de 5 ans pour la survie de leur progéniture. Que le gouvernement de la République, leur employeur, qui les a mandatés, indemnise les familles respectives. Que l'autorité policière accusée d'être responsable de la mort du docteur Ndibou Nawej à Kolwezi, dans la province du Lualaba, soit jugée au cours d'une audience publique. Cette autorité ainsi que tous les commanditaires. Que l'opinion internationale et les organisations de droits de l'homme s'impliquent pour sécuriser les médecins dans toutes les circonstances et en tout lieu. L'intersyndicale de l'établissement public transport au Congo Transco lance un ultimatum de 7 jours à l'État propriétaire afin que celui-ci exécute le paiement de près de 8 mois sur l'intervention économique, sociale, culturelle et scientifique. L'intersyndicale de Transco fait remarquer que malgré les prévisions budgétaires allouées à l'établissement, le gouvernement de la République n'a payé que 4 mois sur le 12 amputé de la retenue de l'effort des guerres. L'intersyndicale de Transco promet de tenir une assemblée générale de travailleurs mettant en évidence le manque de partenariat franc de la part de l'État propriétaire en cas de non-exécution de ces revendications. Suivez à cet effet Nelson Moudiwamba, secrétaire de l'intersyndicale de Transco. Malgré la prévision budgétaire en termes de l'intervention économique, sociale, culturelle et scientifique allouée à Transco au courant de l'année 2025, le gouvernement de la République n'a payé que 4 mois sur le 12 amputé de la retenue de l'effort de guerre. 2. L'OPI numéro 1974-456 du mois de septembre 2025 se trouverait encore à la Banque centrale du Congo alors qu'il y a encore 2 mois pour lesquels le ministère du Budget a délibérément sauté sans raison valable, nonobstant les correspondances du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, qui a rappelé l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement du mois d'avril, mai, juillet, août 2025 aux excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget et Monsieur le ministre des Finances. 3. Le gouvernement congolais a plafonné les prix du billet à 500 francs. À 500 francs la course, sans prendre en charge les salaires des cadres et agents ainsi qu'à louer à Transco des subventions d'équilibre pour son fonctionnement. Cet état de choses a fait que les salaires perçus par les travailleurs des Transco ne représentent que de miettes car sans pouvoir d'achat et aussi sans l'application du SMIC. 4. Le non-paiement par le gouvernement des créances de personnes non payantes constitue un manque à gagner pour Transco. B. Les options soulevées. 1. Le gouvernement de la République, l'État propriétaire, doit revisiter le prix de la course fixée d'autorité suite à l'abandon de ses responsabilités sur les subventions d'équilibre. 2. Faute de non-exécution des revendications de paiement de mois 6 évoquées sur l'intervention économique, sociale, culturelle et scientifique dans un délai de 7 jours ouvrables, l'intersyndicale Transco se verra dans l'obligation de tenir une assemblée générale des travailleurs que l'État propriétaire sera le seul responsable par manque d'un partenariat franc.
À Bunia, la vie nocturne reprend peu à peu ses droits grâce aux efforts de sécurisation menés par l'administration militaire. Les marchés restent animés jusqu'à tard dans la nuit, faisant ainsi la joie de population. C'est ceci le résultat de l'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny, gouverneur militaire des Lituri. Reportage. Il est 20h à Bunia. Au marché Ambiaya, l'ambiance est encore animée, presque comme à plein jour. Les activités commerciales se poursuivent tard dans la nuit. Une réalité rendue possible grâce à la stabilité sécuritaire instaurée par l'administration militaire de l'Ituri. La population iturienne en témoigne à cœur ouvert. Merci beaucoup à notre gouverneur Lubuya Kashama, que j'appelle Béton de Bunia, pour son travail très louable. Franchement, les mots nous manquent même pour placer à ses œuvres. Mais sinon, nous vous encourageons, les mamans sont derrière vous. Avant, déjà à 18h, on était à la maison. Mais aujourd'hui, au-delà des 20h, il y a toujours du mouvement. On n'a pas peur. Jusque-là, sur le plan sécuritaire, tout marche bien. Les militaires, il faut bien leur contrôle. 4 ans après l'instauration de l'état de siège par le président Félix-Antoine Tshisekedi, la situation en Ituri a connu une transformation notable. Jadis marquée par l'insécurité et les chaos, la province enregistre aujourd'hui un renforcement visible de mesures sécuritaires, aussi bien en ville que dans les territoires. Sous les commandements du lieutenant-général Lubuya Kashama Johnny, gouverneur militaire, les efforts se poursuivent pour rassurer et protéger la population dans une dynamique qui vise à restaurer durablement l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Page internationale. À présent, c'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Ahmed al-Shara, le président syrien, n'a pas été accueilli avec les honneurs à Washington. Sa rencontre avec Donald Trump n'a fait l'objet d'aucune image officielle car cet homme, ancienne figure montante du djihadisme, a longtemps vu sa tête mise à prix par le FBI. Au terme de la rencontre, des annonces ont été faites. La Syrie va rejoindre la coalition internationale dirigée par les États-Unis contre le groupe État islamique. Suivez. Comme si de rien n'était, Ahmed al-Shara salue des partisans réunis devant la Maison-Blanche. L'ancien djihadiste vient pourtant d'être reçu pendant près de 2 heures par son homologue américain, une première pour un chef d'État syrien, une rencontre positive, à en croire Donald Trump. Nous voulons que la Syrie devienne un pays très prospère et je pense que ce leader peut y arriver. Je le pense vraiment. Il a un passé brutal et je pense franchement que sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Une emphase qui contraste avec la discrétion de la visite d'El-Shara, alors que les chefs d'État étrangers sont généralement accueillis sur le perron de la Maison-Blanche, le président syrien est entré par une porte latérale. Seules ces quelques photos ont filtré de l'entretien, car les journalistes n'ont pas été conviés dans le bureau ovale. La présidence syrienne a publié un communiqué laconique après la visite. Les deux dirigeants ont évoqué les manières de développer et renforcer la relation bilatérale, ainsi que plusieurs sujets régionaux et internationaux. Donald Trump dit œuvrer au rapprochement entre la Syrie et Israël, avec lequel Damas est théoriquement en guerre. Peu après la rencontre, un responsable américain a annoncé l'entrée du pays dans la coalition internationale contre Daesh, ainsi que la reprise des activités de l'ambassade syrienne à Washington. Ahmed el-Shara a obtenu une suspension de 180 jours de la loi César, un texte qui impose des sanctions drastiques à la Syrie, déjà mis en pause en mai dernier. Le département d'État est favorable à son abrogation, mais celle-ci doit être approuvée par le Congrès. Et la revue de presse, c'est tout de suite. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie.
Tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Isaac Herzog à Kinshasa, reprise des échanges de haut niveau entre Tel Aviv et Kinshasa, titre le potentiel. Selon le confrère, Isaac Herzog, président d'Israël, était mardi 11 novembre 2025 en visite de travail à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite intervient 40 ans après la dernière visite d'un chef d'État israélien qui fut curieusement son père. Cette visite de travail intervient quelques jours après l'annonce officielle de la reprise des échanges de haut niveau entre les deux États. 40 ans après, Israël fait son grand retour en RDC. Innovation, énergie et défense, Tshisekedi et Herzog redessinent l'axe Kinshasa-Jérusalem, écrit pour sa part Info 27. Selon le confrère, 40 ans après la dernière visite d'un président israélien à Kinshasa, l'histoire s'est répétée mardi 11 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi et Isaac Herzog ont scellé lors d'un tête-à-tête le renouveau d'une amitié forgée sur la coopération et le respect mutuel dans un contexte géopolitique mouvant, marqué par la quête de nouveaux équilibres et par les défis sécuritaires régionaux. Cette rencontre traduit la volonté de voir l'innovation, l'énergie et la défense être renforcées. Assemblée nationale, les élections aux allures du plébiscite fait remarquer le phare. Selon le graphique, c'est demain, jeudi 13 novembre 2025, que les députés nationaux procéderont à l'élection du nouveau président et du nouveau rapporteur adjoint du bureau de leur chambre, ce en remplacement de Vital Kamerhe et Dominique Munongo, respectivement président et rapporteur adjointe, ayant démissionné puisque visés par des pétitions de leurs collègues députés. Cependant, le scrutin auquel on assistera demain en vue de combler les vides créés au bureau à la suite de la démission de Kamerhe et Munongo se veut sans enjeu par manque de compétitivité entre postulants. C'est pratiquement un plébiscite. Terminons cette revue par la référence plus qui écrit « Grâce à la discipline budgétaire et à la rigueur insufflée par le ministre Doudou Fwamba, régie financière, performance remarquable. » Selon la consoeur, la mobilisation de recettes publiques par la régie financière affiche une performance remarquable avec une réalisation de janvier à octobre 2025 de 23 294 milliards de francs congolais sur des prévisions de 23 289 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 100%. Ce résultat est le fruit d'un encadrement méthodique, d'un suivi rapproché et d'une coordination permanente de la première ministre sous l'impulsion du président de la République. Bonsoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.